Les États-Unis doivent signer aujourd'hui un protocole d'accord avec l'Iran. Un accord de 60 jours en ligne, sans cérémonie, une version en anglais et une version en arabe et en persan, c'est-à-dire si les Perses veulent le signer. Et la première pensée, c'est « Mais qu'est-ce que Trump est en train de faire? Où bon sang veut-il en venir avec ce conflit? Pourquoi dit-il ce qu'il dit, puis dit-il exactement le contraire? Quand va-t-il comprendre, ou bien comprend-il, que les Iraniens sont en train de le manipuler? Avec qui croit-il jouer? Quoi? C'est quoi ce bordel? Nous nous grattions tous la tête en milieu de semaine dernière, nous demandant cela. J'avais même tout un podcast prêt, enregistré et monté la semaine dernière, prévu pour sortir vendredi, avec exactement ces questions. Je savais que beaucoup d'entre vous, comme moi, étaient déconcertés après les événements du début de la semaine dernière. Puis, encore une fois, tout a changé. Je pensais avoir les réponses. Enfin, c'est ce que je croyais. La réalité est alors venue heurter de plein fouet toutes les prévisions, les évaluations et les commentaires que nous avons entendus ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Trump n'oserait pas frapper l'Iran. Netanyahou n'oserait pas frapper l'Iran. Les enjeux politiques bloqueraient tout le monde. La Coupe du Monde approchait. Le monde entier regardait. Et puis, il y a eu un rebondissement. Israël a frappé. Les États-Unis ont frappé. Et il ne s'agissait pas seulement de frappe, mais d'un message clair et sans équivoque. S'il n'y a pas d'accord, la pression, les frappes continueront. Mais ensuite, tout a de nouveau basculé. Trump a arrêté l'assaut. Jeudi soir, la Coupe du Monde a commencé. Vendredi arrive, et c'est une toute autre histoire. Ils sont de nouveau proches d'un accord. L'Iran publie alors, soi-disant, des détails. Nous étions de nouveau perplexes. L'Iran pensait avoir tout compris à Trump. Grosse erreur. Très grosse. Il doit aller faire du shopping maintenant. Et je me demande, quel est le message que je veux faire passer avec cet épisode? Mais ce week-end, je suis revenu à mon idée de départ, et la voici. D'accord, tout le monde, faisons une pause et prenons une grande inspiration. Vous n'avez pas besoin de masque pour arrêter la propagation du TDS. Tout ce dont vous avez besoin, c'est simplement d'utiliser votre cerveau. Les événements au Moyen-Orient et surtout la situation avec l'Iran évoluent chaque jour. Et d'après ce que nous savons, le style caractéristique du président Trump est une imprévisibilité délibérée. Appelez cela une imprévisibilité utilisée comme arme. Il utilise la confusion comme une arme. Trump laisse tout le monde, y compris ses partisans les plus fidèles, complètement dans le flou et en train de deviner sa prochaine action. Donc, étant comme il est, il maintient le régime iranien dans un état de paranoïa absolue et paralysante. Comment cela fonctionne-t-il? Je vais développer cela dans un instant. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de questions sur ce qui s'est passé et où tout cela mène. L'accent mis sur les tentatives interminables de tenir des pourparlers et les efforts persistants pour essayer de négocier avec le régime iranien ont pris fin brusquement. Le président Trump leur a donné une chance avant de finalement envoyer un message. Nous pouvons faire ça à ma façon, ou je peux m'y prendre d'une manière que vous comprenez. Pour comprendre pourquoi cela arrive, il faut voir comment fonctionne l'Iran. Les Iraniens étudient de près leurs rivaux. Ils détectent la faiblesse et sentent l'hésitation. Ils savent exactement comment distinguer une menace réelle d'une menace destinée à faire les gros titres. Les Iraniens ont perçu qu'au-delà de chaque communiqué de presse américain agressif, subsistait un désir discret d'éviter une guerre plus vaste, de reprendre les négociations et de trouver un accord à tout prix. Et lorsque c'est ce message caché qu'ils entendent encore et encore, ils tirent leurs propres conclusions. Dans cette région, la perception de la dissuasion compte autant que la force brute. Parce qu'au moment précis où votre ennemi commence à croire que vous voulez un accord à n'importe quel prix, il commencera à tester vos limites encore et encore. Et la leçon est simple, regardez Israël. L'Iran a testé Israël. Et après nos frappes de lundi dernier, il était clair qu'à ce moment-là, l'Iran craignait Israël plus que les États-Unis. L'Iran sait que s'il attaque Israël, la réponse sera fatale. Les Iraniens savent que lorsqu'Israël fixe une ligne rouge, Israël la fera respecter. C'est le cas maintenant. Ce n'était pas comme ça avant. Cela a changé il y a 1 an. Ils comprennent désormais la mentalité israélienne. Ils savent que lorsque nous concluons que nous avons le dos au mur, la réponse sera rapide, sans compromis et dévastatrice pour eux. Ils l'ont appris à leurs dépens. Et le fait est qu'après la frappe américaine de mercredi, l'Iran a tiré sur tous les pays arabes de la région, sur des bases américaines à travers la région, mais n'a pas tiré un seul missile sur Israël.
Les choses étaient plutôt calmes ici en Israël, en me rendant à la radio Galilée Israël à Jérusalem pour mon émission matinale de jeudi. À part les rapports sur une montée de tension dans le ciel dégagé à l'horizon au-dessus de la Jordanie, j'ai vu la traînée de vapeur ou le panache des missiles interceptés. Oui, nous savons les identifier après 2 ans et demi de guerre ici. Alors que tout devenait fou autour de nous, nous avons passé une journée agréable et assez calme. Nous avons frappé le Hezbollah encore et l'Iran, qui tout au long de la semaine dernière a insisté pour lier les discussions avec les États-Unis aux événements au Liban, a simplement détourné le regard à plusieurs reprises et ignoré ce qui se passait ici. L'Iran a abordé le dernier round avec 3 objectifs stratégiques clairs. D'abord, instaurer une équation où le Hezbollah tirerait sur Israël sans qu'Israël riposte dans le quartier Tahrir à Beyrouth. Deuxièmement, une autre équation dans laquelle l'Iran pourrait tirer directement sur Israël sans déclencher une riposte automatique d'Israël contre l'Iran. Troisièmement, il voulait creuser un fossé entre Israël et les États-Unis, surtout entre Netanyahou et le président Trump. Cependant, les jours suivants ont montré que l'Iran a échoué sur tous les fronts. Israël a frappé Dariyeh, prouvant que le Hezbollah n'a pas d'immunité et qu'aucun quartier ne devient un refuge sûr simplement parce que le Hezbollah s'y cache. Israël a réagi aux tirs iraniens par une action directe, soulignant que Téhéran n'a pas carte blanche pour attaquer le territoire israélien. Et au lieu d'une rupture stratégique avec Washington, ce que nous avons vu, c'est de la coordination, de la communication et une compréhension partagée des enjeux, pas la crise que Téhéran espérait provoquer. L'Iran a tenté de réécrire les règles du jeu. Aucune des nouvelles équations de l'Iran n'a survécu au contact avec la réalité la semaine dernière. Il est intéressant de relever, dans un aparté hilarant en marge des événements de la semaine en Iran, une ironie géopolitique survenue lors de l'attaque israélienne contre l'Iran. Durant le cessez-le-feu, l'Iran s'est lancé dans une énorme frénésie d'achat. L'Iran a dépensé des milliards de dollars pour acheter des systèmes de défense antiaérienne ultramodernes à la Chine. La Chine, deuxième économie mondiale, est fière de son matériel militaire high-tech. Beaucoup diront que les systèmes chinois représentent véritablement la prochaine génération des systèmes radars et de défense antimissiles. Ils sont absolument irréprochables. Puis, cette semaine, l'armée de l'air israélienne est arrivée et, en seulement 3 petites heures, nos pilotes ont transformé pour des milliards de dollars d'électronique chinoise haut de gamme en un tas de ferraille fumante et inutile. En gros, de la ferraille. L'Iran n'a probablement même pas encore reçu la première facture de Pékin, mais le produit est déjà arrivé à la fin de sa période de garantie. C'est un avis, une étoile sur la scène mondiale. La Chine n'a pas seulement perdu du matériel militaire, elle a complètement perdu tout service après-vente. Si j'étais les ayatollahs, je chercherais désespérément les conditions de retour, mais il n'y a malheureusement aucun remboursement pour de la ferraille fumante. Et tout cynisme mis à part, pour tous ceux qui demandent sans cesse ce que les États-Unis retirent de leur relation avec Israël, eh bien, voilà votre réponse. L'industrie américaine de l'armement va gagner des milliards de dollars grâce à la démonstration, par Israël, de la valeur de cette industrie. Et ces entreprises paient des impôts au gouvernement américain, pas à nous. Les détails du protocole d'accord n'ont pas été officiellement publiés. Nous ne savons même pas qui a l'autorité pour le signer du côté iranien. L'image ajoutée ici montre le visage du défunt Khomeini, je le sais. Et c'est précisément à cause de cela. Nous ne savons pas qui est l'autorité en Iran. Et si les rapports sont exacts, l'accord de 60 jours est essentiellement un accord intérimaire. La sécurité pétrolière et l'arrêt du conflit sont prioritaires, la question nucléaire étant reportée après la Coupe du Monde. Certains analystes y voient un succès diplomatique temporaire, d'autres estiment que cela ne fait que retarder la décision sur la question principale. Et nous avons déjà vu tout cela auparavant. Trump est même allé jusqu'à déclarer qu'il n'existe pas de négociation de bonne foi avec les responsables iraniens. Il condamne la tentative d'attaque de drones contre des navires indiens quittant le détroit d'Ormuz, ajoutant que l'attaque présumée était totalement inacceptable et il exhorte l'Iran à se ressaisir rapidement. Donc, nous attendons une annonce. D'après ce qui était connu ce matin, l'analyste israélien Rafi Haddad estime que la démarche actuelle n'est pas un accord de compromis, mais une stratégie coordonnée entre Trump et Netanyahou. Haddad affirme qu'il travaille en parfaite coordination pour préparer le terrain à une confrontation dans des conditions qui affaiblissent l'Iran et neutralisent sa capacité de riposte. Il considère cela comme un piège qu'ils tendent à l'Iran. La première étape de ce que nous savons est le déminage du détroit d'Ormuz et l'évacuation des pétroliers. Cela fera baisser les prix du pétrole et enlèvera à l'Iran son principal levier de pression économique. Après la Coupe du Monde, lors de la deuxième étape,
les États-Unis devraient présenter à l'Iran des exigences nucléaires strictes, tout en sachant parfaitement que l'Iran refusera. Avec le détroit dégagé et le monde libéré de l'emprise des prix du pétrole, les Américains et Israéliens voient leur capacité d'agir militairement contre les installations nucléaires iraniennes nettement accrue. Haddad soutient que l'Iran commence à comprendre qu'il s'agit d'un piège. C'est pourquoi il pourrait hésiter à signer, car une fois que les pétroliers seront partis, il sera la prochaine cible. Et qu'en est-il d'Israël dans tout cela? Trump et Netanyahou se sont entretenus jeudi soir. Un communiqué publié par Israël a précisé que, bien qu'Israël ne soit pas parti au protocole d'accord, le Premier ministre a exprimé sa reconnaissance pour l'engagement du président Trump, à savoir que l'accord final inclura le retrait des matières enrichies, le démantèlement des infrastructures d'enrichissement, des limites à la production de missiles et la cessation du soutien de l'Iran à ses relais terroristes régionaux. Vendredi, Netanyahou a déclaré très clairement, et je cite, « Tant que je serai Premier ministre d'Israël, l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. » Et ce faisant, il réaffirme une position qu'il défend depuis des décennies. Il joue une partie d'échecs en 3 dimensions avec beaucoup de prudence. Les propos de Netanyahou sont essentiels, surtout après l'interview que le vice-président J.D. Vance a accordée cette semaine, qui a précisé 2 points clés. Netanyahou, donc Israël, a été un bon partenaire et nous continuerons à collaborer. Mais il a également réaffirmé que lorsque les intérêts divergent, les États-Unis vont défendre au mieux les intérêts de notre nation. Absolument, et c'est ainsi que cela doit être. Et nous le ferons aussi, comme nous l'avons fait il y a tout juste un an aujourd'hui lors de l'opération Rising Lion, quand nous avons anéanti la défense de l'Iran et frappé ses capacités à attaquer Israël. Et nous avons éliminé l'ayatollah et tous les dirigeants de l'Iran qui, pendant des années, appelaient à notre mort. Nous l'avons fait seuls pendant 10 jours. C'est peut-être aussi ce que nous devrons faire à l'avenir. Alors maintenant que nous avons vu ce qui s'est passé, regardons la dernière pièce du puzzle. Que fait réellement Donald Trump ici? La vérité, et je l'ai déjà dit, c'est qu'aucun de nous ne sait vraiment. Et c'est peut-être tout l'intérêt. Trump est un maître dans l'art d'être délibérément vague, intentionnellement trompeur et totalement contradictoire d'une publication sur les réseaux sociaux à l'autre, d'une déclaration à la presse à l'autre. Il sait exactement comment faire réagir les médias et maintenir leur attention fixée sur ce qu'il veut. Il va publier un message sur un sujet, puis commenter un autre. Il fera une déclaration, puis son porte-parole en dira une différente. Il affirme une chose lors d'un entretien téléphonique entre dirigeants, son secrétaire d'État en dit une autre sur les chaînes d'infos en continu, tandis que ses actions semblent raconter une toute autre histoire. Comme je l'ai dit en introduction, on en arrive à un point où même ses partisans les plus fidèles se grattent la tête en essayant de comprendre quelles sont réellement ses intentions. Et en dehors des États-Unis, Trump n'a pas de plus grands admirateurs que les Israéliens. Mais réfléchissez à la valeur stratégique de cela. Si nous sommes déjà confus en observant, imaginez combien les Iraniens doivent être perdus et terrifiés à tenter de prévoir sa prochaine action. Ceux qui ont créé les échecs affrontent un fantôme sur l'échiquier. Et lui, Trump, joue sa propre partie. Cela ouvre des perspectives fascinantes sur la façon dont ce régime pourrait réellement être vaincu sans que les États-Unis ne tirent un seul coup de feu. D'abord, regardez leur géographie. L'Iran est un pays immense et tentaculaire. Des rumeurs et rapports suggèrent qu'Israël aurait discrètement créé des bases secrètes et des aérodromes tactiques dans les zones les plus isolées et non surveillées d'Iran, à l'insu du régime. Téhéran doit rester là chaque nuit à se demander si la menace n'est pas déjà à l'intérieur de chez eux. Deuxièmement, regardez le timing de Trump. Peut-être qu'il regarde les grands événements à venir aux États-Unis. Ronaldo et Messi jouant avec la Coupe du Monde, le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, les prochaines élections de mi-mandat. Il a donc peut-être décidé qu'une guerre bruyante et désordonnée n'est pas prévue pour l'instant. Leur envoyer un message la veille des matchs sans engager durablement les forces américaines. Lors de l'enregistrement, je me suis demandé s'il jouait un jeu psychologique sur la durée. Je suis convaincu qu'il le fait. Il laisse délibérément l'Iran croire qu'il s'en sort avec ses violations, les laisse se vanter de leur succès stratégique et les trompe en leur faisant croire qu'ils manipulent avec succès les États-Unis. Et pendant qu'eux, les Iraniens, célèbrent leur fausse victoire et croient qu'ils gagnent du temps, la réalité, c'est que les sanctions économiques paralysantes et les taux qui se resserrent autour du détroit d'Ormuz, c'est cela qui, silencieusement et lentement, asphyxie leur économie.
Donald Trump pourrait bien croire que s'il les maintient distraits, trop sûrs d'eux et complètement désorientés assez longtemps, le régime finira par s'effondrer de l'intérieur. Est-ce là son plan directeur définitif? On ne peut pas l'affirmer avec certitude. Mais dans le théâtre de la guerre géopolitique, garder son ennemi complètement aveugle à ses véritables intentions, c'est la démonstration ultime de puissance. Cependant, un point important est le suivant. Trump est le président des États-Unis. Il est déterminé à défendre les intérêts américains. Les États-Unis sont une superpuissance mondiale, sinon la plus grande du monde. Il manœuvre pour préserver cela. Israël est un pays fort et déterminé. Nos capacités militaires impressionnantes sont le résultat d'une simple vérité. Notre combat est existentiel. Pour nous, c'est une question de survie. Nous respectons les États-Unis par gratitude pour leur soutien et nos valeurs communes. Et en fin de compte, lorsque nos ennemis jurés, guidés par une doctrine religieuse meurtrière et fanatique, appellent à notre anéantissement et jurent de réaliser ce souhait, nous le prenons très au sérieux. Et nous ferons ce que nous devons faire, quand nous devrons le faire, pour éliminer ce danger. Et il serait sage pour les gens de l'Occident, que ce soit en Europe, en Australie ou aux États-Unis, de se rappeler que nos ennemis disent ouvertement exactement ce qu'ils ont l'intention de vous faire aussi. Et ils le font déjà par d'autres moyens. Une invasion lente, constante et patiente. C'est quand même une honte que, alors qu'une menace existentielle pour toute notre civilisation occidentale ne se contente pas de frapper à nos portes, elle soit déjà dans vos rues. Qu'il y ait autant d'hommes politiques de gauche qui prennent activement le parti d'un ennemi vicieux et meurtrier. Que vous regardiez les États-Unis ou ici même en Israël, les adversaires politiques ont laissé leur mépris pour un adversaire politique national interférer avec la seule chose qui compte réellement pour le bien de leur nation. La victoire totale? Ils préfèrent voir leur rival politique perdre plutôt que de voir leur pays gagner. Et l'institution censée les dénoncer s'est totalement effondrée. Il fut un temps où les médias jouaient le rôle de gardiens fiables, obligeant les responsables politiques à rendre des comptes et freinant leurs pires instincts. Ce gardien n'existe plus. Les journalistes modernes laissent ouvertement leurs préférences politiques personnelles entacher complètement leur couverture et abandonnent leur rôle. Au lieu d'unir les pays occidentaux pour préserver notre indépendance et notre liberté collective, ils fabriquent activement la division. Ils alimentent les divisions, fragmentent la société et affaiblissent notre détermination précisément au moment où nous devons nous unir comme un front unique et inébranlable. D'abord, ils viendront chercher les gens du samedi. Ensuite, ils viendront chercher les gens du dimanche. Ils ne partagent pas nos valeurs. Ils ne se soucient certainement pas des différences qui existent entre nous. Pour eux, nous sommes tous les mêmes, les koufars, les non-croyants qui doivent être éliminés. Il est donc temps pour nous, les non-croyants, de commencer à les croire, de croire qu'ils sont sérieux au sujet de ce qu'ils comptent nous faire. Ce qui m'amène à conclure avec ceci, la première fake news de l'histoire. J'aime finir notre émission par une leçon de la Bible. Honnêtement, cette semaine, j'avais du mal à trouver le lien parfait. Vendredi, j'ai écouté une émission de Doron Cohen, rédacteur en chef de Maariv en Israël et animateur sur Galilei Israël Radio, où je suis également animateur. Doron a rappelé que la paracha de la semaine dernière, la section hebdomadaire de la Torah, portait sur l'histoire des espions. Dans le livre des Nombres, où Moïse a envoyé 12 espions, un de chaque tribu d'Israël, pour explorer la terre promise. Il a partagé une réflexion brillante que je devais vous transmettre. Doron Cohen dit que ces 12 espions que Moïse a envoyés étaient en réalité les tout premiers journalistes de l'histoire humaine. Moïse les a envoyés sur le terrain, comme les rédacteurs en chef envoient leurs journalistes couvrir un sujet. Ils étaient alors les correspondants du Moyen-Orient. Moshe leur a demandé d'aller voir ce qui se passe et d'en informer le public. Que se passe-t-il quand ils reviennent? On assiste à la naissance du biais médiatique moderne de l'infox. J'ai écrit un livre sur la couverture d'Israël par la presse étrangère avec le docteur Ron Schleifer, et je voulais l'appeler le berceau des fausses informations. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais vu juste. Donc, 10 de ces soi-disant journalistes, ces espions, reviennent et diffusent une véritable panique. Ils propagent un discours de peur. C'est une catastrophe. Nous ne pouvons pas gagner. Nous devons rester à l'écart. La terre dévore ses habitants. Ils ont fabriqué une hystérie totale, écrasant l'esprit de la nation. Cela vous paraît familier en regardant les infos? Mais ensuite, il y a les 2 autres journalistes sur le terrain,
Joshua et Caleb. Ils ne sont pas aveugles à la réalité. Ils ne prétendent pas que les défis n'existent pas. Ils donnent un compte-rendu honnête et fidèle à la réalité des difficultés. Mais ensuite, ils refusent d'omettre la vérité ultime. Nous pouvons triompher. Nous pouvons gagner. La différence entre les 10 espions craintifs et les 2 fidèles, c'est la différence entre des médias corrompus qui veulent affaiblir notre détermination et la vérité qui donne à une nation la force de se tenir debout face à ces défis. Alors que nous terminons l'épisode d'aujourd'hui, souvenez-vous de ceci. Ne laissez pas la panique briser votre morale. Soyez Yeshua Binoun, soyez Caleb Ben Yefouné. Faites face à la réalité, mais ne perdez jamais la foi en Dieu, ni la conviction que nous remporterons une victoire totale. Merci beaucoup de m'avoir rejoint. Je suis Daniel Siman et je vous retrouverai la prochaine fois dans Straight Up depuis les JNS TV Studios ici à Jérusalem, en Israël.